la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du festival La Petite Bibliothèque Parlante, l'archéologue Yves Hubelmann revient sur la numérisation du site archéologique de Palmyre en Syrie. Bonjour. Alors, je vais tenter de faire écho par mes images et par mes expériences récentes, faire écho à ce texte magnifique de Mathias Sénard. Alors moi, je suis architecte. Je me suis spécialisé dans la préservation de ces mémoires fragiles, c'est-à-dire ces sites archéologiques vulnérables dans les pays en conflit depuis plusieurs années. Ce qui m'a apporté à travailler en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Libye. Et le site archéologique de Palmyre, c'est peut-être un des sites sur lequel je me suis personnellement le plus investi. Alors j'ai eu la chance de connaître ce site à l'époque où c'était encore un grand site touristique avant le conflit syrien. J'ai pu y séjourner un mois parce que je travaillais à l'époque pour le musée du site, le musée de Palmyre. Et quand on travaillait à l'époque, donc c'était en 2009, pour le musée, on avait un privilège important, c'est qu'on pouvait loger au pied du temple de Bel. Voici le temple de Bel et voici la vue qu'on avait de notre maison. Et j'ai pu à l'époque le photographier un petit peu dans tous ses détails, que ce soit de jour comme de nuit, parce qu'on dormait vraiment à l'intérieur du sanctuaire. Là, on est à l'intérieur de la cella. On voit effectivement cette fameuse niche où il y avait les signes des zodiaques. Et mes journées, je les passais à l'intérieur du musée. Ce musée qui avait une collection assez incroyable en fait de portraits funéraires, très singuliers, caractéristiques en fait de cet art palmyrien du 1er siècle. Et j'ai été vraiment passionné par ces sculptures. Je les ai photographiées quasiment une par une. L'expressivité en fait des visages était assez impressionnante, assez touchante. Alors, mon rôle à moi, à cette époque, c'était de construire une exposition. Donc, j'étais, en tant qu'architecte, chargé d'en faire la scénographie et de suivre la construction pour présenter une collection d'art hellénistique, de sculpture hellénistique. On faisait ça avec une mission française dirigée par Hélène et Christophe. Et on travaillait vraiment avec très peu de moyens. Je me souviens même à l'époque, on pouvait même pas utiliser de verre sur toutes les vitrines parce qu'on était obligé de finir avec du plexiglas tellement on avait peu de moyens. Et à cette époque, disons, les institutions culturelles syriennes commençaient à se moderniser. On était très très loin de penser que quelques années plus tard, un drame allait arriver dans ce pays. Et puis, laissant derrière moi ce travail que j'avais fait dans le musée, je suis parti en Afghanistan, où là, j'ai été, pour le coup, confronté très brutalement à la disparition du patrimoine, notamment ici, sur ce site au sud de Kaboul, qui allait être complètement détruit, dans lequel on avait retrouvé des centaines de sculptures de Bouddha. Et face à cette destruction imminente, j'ai décidé, avec une équipe de scientifiques, de tester des nouvelles méthodologies pour enregistrer le patrimoine historique en utilisant des drones, de la photographie, mais surtout grâce à une équipe d'ingénieurs et de chercheurs de l'École normale supérieure. On a utilisé un algorithme d'intelligence artificielle qui permettait, à partir de ces milliers d'images qu'on produisait, de reconstituer des véritables paysages numériques. Donc ces paysages, en fait, sont constitués de milliards de points qui sont calculés automatiquement par l'ordinateur à partir des photos qu'on va prendre sur le site. Et ils nous permettent de créer une espèce de copie numérique très précise d'un environnement complet, à l'échelle d'une vallée, d'une montagne, mais également à l'échelle de sites archéologiques jusqu'au détail de l'objet. Et ces paysages numériques, ils sont révélés très intéressants pour les archéologues parce qu'ils permettaient de conserver souvent des données qui allaient disparaître ou même de continuer à travailler sur des territoires que
malheureusement, qui devenait malheureusement plus accessible, comme ici, au sud de Kaboul. Aujourd'hui, malheureusement, plus personne ne peut aller sur ce site parce qu'il y a eu des attaques de talibans récemment. Mais on a quand même une communauté scientifique qui continue à étudier ce site à travers ces données numériques. Alors, pendant qu'on travaillait justement en Afghanistan sur ces préservations digitales, malheureusement, les conflits ont éclaté en Syrie et en Irak. Et j'étais toujours en contact avec mes collègues syriens. Et un jour, ils m'ont appelé en me disant, voilà, ce qui se passe chez nous, ça devient catastrophique. Et on a vu effectivement ce que tu commençais à faire. Et malheureusement, on va avoir besoin de ton aide. On a besoin de ces méthodes. Alors, pour les archéologues syriens à cette époque, c'était un petit peu la double peine. Parce que non seulement ils voyaient disparaître sous leurs yeux leur patrimoine pendant les combats, mais en plus, ils voyaient aussi toutes les collaborations internationales s'arrêter brutalement, pour des raisons diplomatiques et politiques, qu'on comprend très bien, mais dont eux souffraient particulièrement parce qu'ils étaient du coup complètement démunis de moyens. Donc j'aurais proposé directement de pouvoir les aider. Enfin, je leur ai dit, si vous pouvez effectivement m'amener sur ces terrains de guerre, on va utiliser ces méthodes et on va commencer à faire une documentation avec ces nouvelles approches. Alors, tout voyageur est un espion potentiel, comme on l'a appris juste avant, et donc ça a pris longtemps. J'ai eu 8 mois pour avoir un visa. J'ai sans doute eu effectivement un nombre de vérifications incroyables sur ma vie personnelle. Et puis, j'ai réussi finalement à obtenir du régime syrien un visa pour aller sur place. Quelques jours avant la fin de la bataille de Palmyre, le directeur des antiquités syriennes m'appelle et me dit, voilà, prépare-toi à venir dans les jours qui viennent, parce qu'on va envoyer, nous, une mission de reconnaissance sur Palmyre, pour expertiser les destructions. Du jour au lendemain, je suis allé dans l'avion et je me suis retrouvé dans un petit mini-car avec mes collègues de la direction archéologique syrienne, avec qui j'avais bossé 7 ans auparavant, sur cette route déserte entre Homs et Palmyre, qui avant était une route extrêmement fréquentée par les autobus de touristes, et qui s'enfonçait dans un désert de plus en plus vide, de plus en plus inquiétant, parce qu'on avait encore effectivement des factions de l'armée de l'État islamique qui se promenaient en fait. Et plus on arrivait près du site de Palmyre, là on voit qu'on est à plus qu'à quelques kilomètres, plus on voyait des traces d'artillerie partout sur les routes. Les combats avaient dû être très très violents. Et on avait fait cette expédition avec un camion qui ramenait en fait du matériel pour préserver justement les œuvres, faire des préservations d'urgence et pouvoir effectivement les ramener, celles qui étaient transportables en tout cas, pour pouvoir les ramener dans les réserves de Damas et les mettre en sécurité. Alors peut-être certains d'entre vous sont allés à Palmyre quelques années auparavant. Vous vous rappelez peut-être que le premier monument qu'on voit en arrivant sur le site, c'est justement cette citadelle, la citadelle de Palmyre, qui domine en fait toute la vallée. Et cette citadelle donc était devenue un des points stratégiques du site et avait été du coup extrêmement bombardée. On voit que toutes les tours en fait de la seconde muraille ont été, beaucoup de tours ont été pulvérisées. On s'approche du site, on arrive près du musée. Vous voyez dans le fond de cette image, en fait, c'est le musée. On entend des explosions un peu partout, en fait. Ça, c'est le déminage. Il y a des troupes russes, des troupes syriennes qui sont en train de désamorcer, en fait, toutes les mines antipersonnelles que l'État islamique a laissées sur le site. Et on arrive sur le rond-point du musée, où auparavant, on avait les autobus de touristes qui stationnaient. Et là, on voit ce dispositif. En fait, c'est une cage qui avait été construite par l'État islamique pour enfermer en fait les prisonniers et les laisser mourir au soleil.
Donc on avait des dispositifs de torture qui avaient remplacé les dispositifs les aménagements touristiques. On avait encore au sol les armures, enfin les armoiries, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de l'État islamique. Et on a décidé d'abord de visiter le musée. Sur le musée, au musée, je retrouve Ali, ici, qui est en train de nous ouvrir la grille. Ali, c'est un des ouvriers avec qui je travaillais 7 ans auparavant pour réaliser en fait cette scénographie. Il avait perdu beaucoup de poids. Il était réfugié près de Homs et avait bien sûr perdu sa maison à Palmyre. Le musée lui-même avait été partiellement détruit, même si le bâtiment était encore debout. Il avait reçu quelques roquettes. Quand on est rentré à l'intérieur, une partie du toit avait disparu, s'était effondré. Et surtout, ce qui était terrible à voir pour nous qui avons travaillé, c'était toutes les œuvres qui avaient été saccagées, une par une. Ces portraits funéraires, sur lesquels j'avais travaillé quelques années auparavant, systématiquement, avaient été détruits, le visage et les mains, tout ce qui représente l'homme, tous défigurés, martelés. Certains avaient complètement disparu. Et au sol, en fait, on avait ces pièces archéologiques romaines, pêle-mêle, à moitié détruites, mélangées à des éléments d'architecture, à des pneus, à des seaux. Tout était mélangé. Alors, notre réflexe, ça a été de dire on ne touche à rien et on va tout numériser, on va tout documenter pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur de ce musée, pour essayer de comprendre comment cette collection a été détruite. On a même retrouvé sur le sol des morceaux de visage qui n'avaient pas été broyés, qui avaient simplement été cassés, sans doute par un marteau. Même des mannequins qui, quelques années auparavant, représentaient une scène préhistorique dans les environs de Palmyre, avaient été brûlés, démembrés, comme une scène de torture. On a été les premiers en fait à repénétrer dans ce musée. On a même retrouvé les outils du massacre. C'est un marteau qui traînait là, effectivement, qui avait dû servir à détruire bon nombre de ces œuvres. Alors bien sûr, je me suis posé la question, qu'en est-il du travail qu'on avait fait quelques années auparavant? Alors c'était au premier étage du musée, et à cette époque, pendant qu'on était en train de construire en fait cette scénographie, il y avait un endroit près de la fenêtre où je mettais tout le temps mon appareil photo, exactement toujours au même endroit pour suivre en fait les évolutions des travaux. Et bien sûr, j'ai retrouvé cet endroit. Alors ça, c'était la salle telle qu'elle était à mon départ. Et voilà, ça, c'était la salle quelques années plus tard. Toutes les vitrines avaient été explosées. Et ironie du sort, d'ailleurs, les vitrines qui n'avaient pas pu avoir de vitres, qui avaient été construites en plexiglas, finalement, n'ont pas pu être détruites parce que le plexiglas résistait en fait au marteau de l'État islamique. Et c'est comme ça que certaines œuvres assez importantes de cette exposition ont été sauvées. Malheureusement, beaucoup de ces sculptures-là qu'on avait déposées, nous, dans les vitrines avec beaucoup de délicatesse, étaient à terre, en morceaux. Alors, pendant plusieurs heures, on a fait des milliers d'images à l'intérieur de chacune de ces salles. Et ces images, donc on a pu les traiter comme on le fait avec ces algorithmes pour reconstituer en fait le musée en 3 dimensions. Et cette image que vous voyez en fait, c'est une vue planimétrique de plusieurs salles du musée où on voit effectivement la répartition effectivement des destructions. Et on peut étudier, donc c'est un petit peu comme une scène de crime en fait, qu'on peut étudier avec beaucoup de précision pour essayer de comprendre effectivement
quelles œuvres ont été bougées, quelles œuvres ont disparu, quelles œuvres ont été cassées. Et c'est un document essentiel aujourd'hui qu'utilise Interpol, par exemple, pour essayer de comprendre à la fois cet épisode, qui est un épisode contemporain, mais le comprendre comme un épisode historique. Pourquoi on a détruit ce musée, comment on l'a détruit, mais aussi pour tracer en fait ces œuvres. Parce que on connaît la collection du musée de Palmyre avant sa destruction. On sait ce qu'il en reste aujourd'hui dans les réserves de Damas maintenant. Mais voilà, tous ces éléments éparpillés dans le musée, on a pu effectivement les quantifier grâce à ce travail. Ce travail sert effectivement maintenant à la communauté internationale pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Après le musée, on a décidé d'aller sur le site lui-même. Alors on avait un drone. D'ailleurs, on a réussi à négocier avec l'état-major russe qui gérait en fait la région. D'ailleurs, qui s'était installé à l'hôtel Zenobi, donc le fameux hôtel qui est dans le site de Palmyre. On a réussi à négocier, pouvoir utiliser le drone. Et on a décidé d'aller monument par monument évaluer en fait les destructions. En arrivant à l'entrée du site, on était face à ce panneau, justement, un panneau qui avait été installé par l'État islamique, qui nous demandait de ne pas rentrer dans le site. Le site était interdit. On a franchi le panneau et on est arrivé monument par monument. Et le temple de Bel, que quelques années avant, on avait dressé avec ses murs de plus d'une quinzaine de mètres, aujourd'hui, il n'en restait plus que la porte. Les murs avaient complètement disparu. Donc, c'était très serré. On avait simplement quelques minutes pour faire des survols, pour prendre ces centaines et ces centaines d'images. Ces images qui montraient pour la première fois l'étendue de la catastrophe et des destructions. Alors là, ça, c'est une vue générale du temple de Bel. On voit effectivement sa porte monumentale dans le fond. Toute cette colonnade qu'on voyait sur les photos précédentes, les tambours de colonne étaient comme ça pêle-mêle sur le sol. Après le temple de Bel, on a décidé d'aller voir l'arche monumentale. Sur cette arche, c'est sous cette arche que les touristes négociaient leur promenade en chameau. L'arche avait disparu, restait au sol que certains éléments d'architecture. Et ce travail a pris un petit peu a pris un petit peu le sens d'une enquête. On essayait d'avancer dans le désert, dans un désert hostile, parce que toute la Palmeraie n'était pas encore sécurisée. On avait encore effectivement des groupes qui se promenaient, qui se cachaient la nuit, qui ressortaient. Et à chaque nouvelle découverte, à chaque nouvelle destruction, on trouvait également des munitions qui venaient d'être laissées par des soldats de l'État islamique. Mais notre objectif était d'expertiser chacun des grands monuments et chacune des grandes destructions de Palmyre. Et effectivement, ces tours-tombes dont parle le texte de Mathias Sénard, qui ponctue en fait le paysage de Palmyre, en fait, c'est des tombes collectives qui étaient utilisées par des clans ou par des familles entières à l'époque antique. Ces tours, malheureusement, avaient été quasiment toutes détruites, comme celle-ci, ou là, une série de 5 tours, dont l'intégralité aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus. Alors, à Palmyre, il y avait ce qu'on appelle les tours-tombes, mais il y avait aussi des tours souterraines, des tombes hypogées. Et alors ces tombes étaient beaucoup plus difficiles à détecter sur place, parce que le terrain avait beaucoup changé. Et même les archéologues qui avaient travaillé sur ce site, les archéologues syriens, n'arrivaient pas à les retrouver. On en a d'abord retrouvé une, juste un trou dans le sol. Son entrée avait été bouchée. En utilisant un appareil photo et une canne, on a pu faire justement des photographies. On a vu qu'effectivement beaucoup de bustes funéraires dans cette tombe avaient disparu aujourd'hui.
La tombe la plus belle, la plus importante, c'était la tombe des trois frères, parce que c'était une tombe qui avait été qui était entièrement peinte de fresques romaines. Et on n'arrivait pas à retrouver cette tombe. Au bout de plusieurs jours, grâce à l'imagerie aérienne, on a pu voir ce détail, peut-être que vous voyez au centre de l'image, c'est un escalier qui descend. Mais devant cet escalier, on voit effectivement que des contreforts avaient été aménagés. Cet escalier ressemblait effectivement à l'entrée de la tombe des trois frères. Alors on a décidé d'y aller assez vite. Et en descendant effectivement l'escalier, on a reconnu que c'était l'escalier de la tombe des trois frères, mais on a vu effectivement une véritable forteresse. Ce qui explique effectivement les contreforts qui avaient été faits devant. Donc on a pénétré à l'intérieur et alors, ça a été un soulagement déjà, parce qu'on a vu que la tombe n'avait pas été détruite, n'avait pas été explosée. Pourquoi ? Parce qu'elle avait servi d'abri anti-aérien pour les soldats de l'État islamique. Et quand on a pénétré dans cette tombe, il y avait encore toutes les affaires. Hein, ils étaient partis précipitamment sans leur sac. Alors, on voit effectivement des restes de fresques. Malheureusement, beaucoup de fresques avaient été badigeonnées en blanc, et notamment toutes les parties figurées. Les différentes salles de la tombe, on a pu y pénétrer. Elles avaient été utilisées soit en dortoir, soit en cantine, ici, soit en bureau de commandement, comme là, où là encore, effectivement, la peinture avait recouvert les éléments figurés de ces fresques. Il ne restait que les parties géométriques de la fresque romaine. Alors, pendant ces 4 jours de travail, on n'a pu rester que 4 jours, on a fait des dizaines de milliers d'images, et à notre retour à Paris, ces images, on les a traitées sur des gros calculateurs qui nous ont permis de donner ce que vous voyez. Alors ce que vous voyez, c'est pas une vidéo de drone, hein, c'est vraiment un paysage numérique, donc composé de ces milliards de points. Et ce paysage, on peut revoir tous les éléments du paysage. Vous avez là au fond la citadelle, vous allez voir bientôt la colonnade. Ce paysage, en fait, c'est un paysage topographique, cartographique, assez exhaustif, qui retranscrit en fait toute l'ère archéologique de Palmyre. Et à partir de ces données-là, on a pu étudier quasiment pierre par pierre, monument par monument, évaluer ces destructions, évaluer les pillages aussi, parce qu'il y avait des trous très discrets dans la terre, hein, qui ont saccagé certaines parties du site. Et on a pu justement délivrer à la communauté internationale, à l'UNESCO, aux experts en fait, ces données numériques assez précises pour essayer d'avoir une compréhension, non pas uniquement à l'échelle d'un monument, d'un édifice, ni à l'échelle du musée, mais à l'échelle globale de cette aire archéologique qui fait plusieurs kilomètres carrés. Un état des lieux très précis après quelques jours de travail sur place. Alors, monument par monument, heureusement, il y avait des monuments qui n'avaient pas été détruits, hein, notamment cette colonnade, le théâtre que vous voyez ici, le tétrapile aussi qui est derrière. On a pu numériser un à un ces édifices pour en garder au moins une mémoire pour les générations futures. Alors, cette matière digitale, on s'en est servi pour faire des expertises un petit peu plus précises. Par exemple, là, ce que vous avez, c'est une planimétrie du temple de Bel, pierre par pierre. On peut du coup évaluer l'état de destruction de chacune des pierres et voir du coup si plus tard le temple sera facile à reconstruire ou pas. Malheureusement, on a vu que sur le temple de Bel, beaucoup de pierres avaient été pulvérisées par l'explosion et du coup sa reconstruction sera extrêmement difficile. Par contre, une autre approche numérique nous a tout de suite intéressés. En fouillant dans mes images justement de ce temple-là que j'avais fait en 2009, je me suis aperçu qu'on pouvait utiliser ces images anciennes, les rentrer dans ces algorithmes pour reconstruire le temple tel qu'il était avant. J'ai commencé à demander à mes amis archéologues et aux archives aussi, à chercher dans les archives toutes les images qu'on pouvait avoir, les images photographiques qu'on pouvait avoir du temple de Bel.
Et ce qui a été intéressant, c'est qu'assez vite, on a pu réunir assez de documentation visuelle d'avant la destruction pour reconstruire le temple, le monument, en 3 dimensions. Donc ça, c'était très intéressant parce que du coup, tous ces paysages, effectivement, qui disparaissent, à partir du moment où ils ont été documentés de manière assez bonne par la photographie, on est capable de les restituer aujourd'hui dans leur volume et dans leurs détails. Ce qui est intéressant aussi avec les technologies numériques, c'est qu'on peut, d'une certaine manière, aplatir le temps, c'est-à-dire représenter différents événements, différents moments dans un même espace. Et là, vous avez effectivement le temple de Bel. Alors, ce que vous voyez en rouge, c'est le temple tel qu'il était avant sa destruction. Et ce que vous voyez en blanc, c'est le terrain que nous, on a scanné après la destruction. En superposant les deux, on peut voir de manière très précise, en fait, d'où viennent certaines pierres qui sont au sol, donc qui sont tombées, des pierres d'après la destruction. On arrive à retrouver leur emplacement d'origine sur le temple. Et comme ça, en superposant en fait différentes temporalités dans un même document, on a finalement une compréhension beaucoup plus précise en fait des dynamiques de destruction. On peut même faire une simulation en fait de la destruction, et en étudiant les blocs tels qu'ils sont au sol, en utilisant les documentations du monument, les photographies du monument quand il était encore en place, on peut recomposer la dynamique de la destruction elle-même. Alors derrière, il y a tout un travail effectivement de base de données assez complexe, mais qui permet effectivement maintenant d'avoir une vision beaucoup plus précise d'un monument comme un phénomène dynamique à travers ses restaurations, son histoire, jusqu'à sa destruction. Alors là, je vous montre une image du théâtre, parce que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'après notre tour, quelques mois après notre tour, l'État islamique est revenu sur place et à nouveau a détruit des monuments. Et le théâtre qu'on a pu numériser quand il était encore debout, en fait, 6 mois plus tard, il avait été à nouveau détruit par l'État islamique. Donc là encore, ça montre l'intérêt et la nécessité d'agir le plus vite, parce que malheureusement, effectivement, ces sites vulnérables sont très fragiles. Les situations dans ces zones de guerre ont des retournements constants, et malheureusement, on a beaucoup de destructions qui surviennent de manière inattendue. Actuelles, nous vous invitons. Je vais terminer par, je vois qu'il reste 2 minutes en fait. Donc là encore, cette matière numérique, elle nous sert à remettre en contexte ces sites aussi pour le grand public. Pour nous, créer des expositions à partir de... Alors ça, c'est une exposition qu'on a faite à l'Institut du monde arabe il y a un peu plus d'1 an. On a voulu remettre à l'échelle, à son échelle architecturale, ces paysages qu'on avait scannés dans différents lieux. Alors là, vous avez Palmyre à gauche et Leptis Magna en Libye à droite. Et notre idée, c'est effectivement de créer des promenades émotionnelles et immersives pour le visiteur, pour faire avancer en fait la problématique de cette conservation de la mémoire dans la société civile. Pour nous, parler effectivement de ces problèmes, c'est pas suffisant. Il faut créer des spectacles, il faut créer des émotions pour que les gens réalisent en fait l'importance qu'on a, l'importance de la préservation de ce patrimoine. Depuis, donc, on a effectivement ces expositions. On essaye de faire tourner le site de Palmyre un petit peu partout. Actuellement, il est à Washington. Pour que les pouvoirs politiques aussi réagissent et s'intéressent à la question de la culture, effectivement, dans ces contextes de crise. Voilà. Et je vais terminer par effectivement, donc ça c'est tout le travail qu'on a fait sur Palmyre, mais qu'on essaye de multiplier dans beaucoup de pays.
Et l'exposition Koudelka m'a particulièrement touché parce qu'elle présente une espèce de catalogue aussi, de sites romains tels qu'ils étaient visibles il y a quelques années. Certains d'entre eux, malheureusement, ont beaucoup souffert. D'autres, heureusement, sont encore dans l'état dans lequel on peut voir dans les images. Mais disons que, en fait, la démarche, finalement, est assez proche. Utiliser la représentation visuelle et la photographie pour essayer de conserver et surtout de transmettre aux générations futures qui n'auront pas la chance, malheureusement, d'expérimenter, de visiter ces sites tels que nous, on a la chance de les voir. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.